Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du contenu psycho sur internet et plus spécifiquement de deux youtubeuses. Shalon Lester qui donne des conseils sur la vie amoureuse et Cathy Morton, une psychologue clinicienne. C'est parti! Moi c'est Julie et si tu viens de découvrir ma chaîne, sache que je poste des vidéos sur le développement perso et le bien-être, des vlogs et mon opinion sur différents sujets comme la vidéo que t'es présentement en train de regarder. Pour moi, la santé mentale c'est quelque chose de très important et je me sens donc légitime à discuter du fait de pourquoi certaines fois le contenu est problématique, notamment dans des vidéos YouTube, parce que je suis une étudiante en psychologie, je consomme des vidéos sur ce genre de sujet, donc je fais partie de l'audience cible, et ma propre chaîne YouTube se situe à la limite entre la vulgarisation psychologique et des simples conseils personnels. Clairement, donner des conseils sur internet c'est tout à fait ok, à partir du moment où t'es clair sur tes qualifications. Est-ce que tu vas donner un avis d'expert ou est-ce que tu vas donner un avis personnel, basé sur tes propres expériences? Et tu le précises, il faut que ton audience soit capable de déterminer quel poids donner à ce que tu racontes. La deuxième chose, c'est que tu ne vas pas agir au-delà de tes qualifications. Par exemple, tu ne vas pas te mettre dans une vidéo de psycho à diagnostiquer quelqu'un, à parler de troubles mentaux que tu ne comprends pas, ou à mentir sur ta légitimité. Et il faut aussi que ton audience sache que ce n'est pas one size fits all, dans le sens où c'est ta responsabilité de préciser que bien sûr, tu parles aussi par rapport à tes propres biais, par rapport à tes propres expériences, et que comme tu connais pas leur situation précise à eux, tu peux pas forcément te donner un conseil qui leur soit forcément applicable. C'est uniquement ce que tu ferais dans telle ou telle circonstance. Bien sûr que en général c'est ok de donner des conseils sur internet, c'est d'ailleurs ça qui fait la beauté d'internet et il y a plein de chaînes sur YouTube dédiées à ça. C'est un peu la base, mis à part les chaînes de divertissement. L'autre grosse chose c'est les conseils. Par exemple les chaînes de tech qui t'expliquent les différentes caméras, les différents micros, les différents ordis, j'en sais rien. Tout ça c'est vraiment des connaissances et c'est des experts ou des gens dont c'est le hobby qui parlent de leurs propres expériences avec ce matériel. Sinon il y a aussi une autre chaîne hyper connue qui a un peu défrayé la chronique en 2020, je sais pas si tu la connais, elle s'appelle Dad How Do I et en fait c'est un homme qui a commencé à faire ses vidéos en expliquant des trucs que normalement un papa explique à ses enfants. Par exemple, qu'est-ce que je fais si mon robinet fuit? Et il va faire une vidéo sur qu'est-ce qu'il doit faire et c'est pour être un peu le papa virtuel de toutes ces personnes qui ne pouvaient pas poser ces questions à leurs propres parents. Donc ça c'est un exemple typique de bien sûr que tu peux donner des conseils et que c'est une histoire chouette et c'est d'ailleurs pour ça que sa chaîne elle a marché aussi bien, aussi vite. C'est juste plus délicat quand il s'agit de conseils ou de développement personnel, de lifestyle, voire de thérapie, parce que c'est tellement personnel et ça traite de sujets émotionnellement compliqués et l'audience qui recherche de l'aide va avoir moins de recul que l'audience qui regarde quelle caméra choisir pour débuter sur YouTube. Il y a une différence entre les conseils émotionnellement neutres, comme tout ce qui est technologique, et les conseils très chargés de comment vivre ta vie, comment trouver le bonheur, tout ce qui se passe dans ta tête, la psychologie. En plus de ça, il s'agit d'un milieu sans régulation. Dans la vraie vie, bien sûr que personne ne peut pratiquer la psychologie clinique sans avoir les bonnes qualifications, donc sans avoir un master, voire un doctorat dans certains pays. Au Canada par exemple. Par contre, n'importe qui peut décider du jour au lendemain de devenir coach de vie et c'est là que les dérives elles commencent. Sur internet, la limite entre les coachings et la thérapie, elle est encore plus floue que dans la vraie vie. Ou c'est déjà un problème dans la vraie vie les coachs sans qualification. Et oui, je sais qu'il y a la formation de coaching international, mais clairement pas tout le monde qui devient coach désire se former et ils en ont pas l'obligation. On peut se demander si au final c'est une bonne idée d'avoir du contenu psy, donc là-dedans j'englobe développement perso, conseils, psychologique, réellement presque de la thérapie, donc sur internet que n'importe qui peut créer et que n'importe qui peut écouter. Concrètement, je pense que ça fait du sens d'avoir du contenu qui reste accessible à tous. Après tout, il est aussi possible de se renseigner sur n'importe quelle autre science ou n'importe quelle matière sur YouTube, donc pourquoi pas la psychologie. La raison principale pour laquelle c'est important, c'est l'accessibilité. Parce que la thérapie, c'est clairement pas quelque chose qui est accessible à tout le monde. Dans certains pays, c'est très cher, ou alors c'est mal remboursé, ou alors pour des raisons personnelles, émotionnelles, de cadre familial, c'est pas accepté de suivre une thérapie. Et bien sûr que je pense que tout le monde pourrait en bénéficier, d'en suivre une, mais ce genre de vidéos peuvent déjà commencer à aider les gens
à réfléchir sur leurs croyances, leurs schémas et à prendre plus soin d'eux en général, et ça c'est déjà bien. Les vidéos sur YouTube et la thérapie individuelle, elles ne sont pas interchangeables. Le problème, ce n'est pas le médium, donc le fait que ce soit en ligne, puisqu'il existe maintenant toutes sortes de thérapies qui sont possibles de faire par Zoom en ligne, même si la thérapie peut perdre un peu en qualité, puisque forcément le contact n'est pas exactement le même que face à face, mais ça reste une possibilité et autant suivre une thérapie en ligne que pas suivre de thérapie du tout. Non, la raison pour laquelle c'est pas interchangeable, c'est qu'il n'y a pas du tout de contact dans la vidéo YouTube. La personne derrière la caméra ne sait pas du tout qui va regarder la vidéo et la vidéo est destinée à un maximum de personnes, donc elle peut pas être focus sur un autre individu que le youtubeur ou la youtubeuse. Alors qu'en thérapie, le focus il est bien évidemment sur le patient / client. Et une autre chose qu'on fait normalement, enfin qu'on peut faire en thérapie mais qu'on fait pas en vidéo, c'est poser un diagnostic. Le format il est obligé d'être différent entre thérapie et vidéo. Pour les vidéos, elles doivent être informationnelles et génériques. Par exemple, une chaîne qui fait ça très bien, c'est Psych2Go. Donc c'est géré par une organisation et c'est sympa parce que c'est quand même assez léger, c'est fait avec des petites animations et ça te permet en fait un premier pas vers la psychologie tout en restant assez léger. C'est informationnel, ça aide dans la mesure où ça fait de la vulgarisation de concepts peut-être plus compliqués en psychologie et ça peut être un déclic pour certaines personnes de se dire « Oh tiens, ça me fait penser à moi, du coup je vais y réfléchir et je vais aller voir un spécialiste. » Ça apporte de la visibilité à ces troubles et ça aide le grand public à comprendre certains termes de psychologie. Et ça, c'est chouette. Par contre, jamais une vidéo ne devrait avoir pour but d'auto-diagnostiquer son audience. Il y a une fine ligne à ne pas franchir. La vidéo peut très bien énumérer une liste de symptômes, mais il faut que le contexte soit posé également. Donc à savoir la prévalence du trouble et de chaque symptôme associé. La prévalence, ça signifie le nombre de cas d'un trouble dans une population donnée, en comptant les nouveaux et les anciens cas. Donc ça permet aussi à l'audience de se positionner et de se demander si réellement, par exemple, elle se sent concernée par ce trouble super rare, au lieu de s'auto-diagnostiquer et de rester peut-être potentiellement des années avec un faux diagnostic, même si c'est aussi possible que les personnes qui s'auto-diagnostiquent aient raison. Après tout, personne ne sait mieux ce qui se passe dans leur tête et ce qu'elles ressentent qu'elles-mêmes, mais il faut quand même, une fois qu'elles sont assez sûres de leur diagnostic ou qu'elles pensent avoir quelque chose, qu'elles aillent vérifier avec quelqu'un qui est qualifié. Parce que se trimballer avec un diagnostic incorrect peut être aussi lourd que ne pas en avoir. Le problème de l'autodiagnostic, c'est un problème qui est assez spécifique aux troubles psy. Par exemple, personne ne s'autodiagnostique une jambe cassée. Attention, je dis pas que ça n'arrive jamais, d'ailleurs c'est un peu une blague récurrente, que les médecins ils doivent gérer les patients qui arrivent à leur rendez-vous et qui disent « Ah, je sais ce que j'ai trouvé ça sur Doctissimo ». Donc oui, ça arrive, c'est juste que généralement, comme les patients physiques, ils ont besoin d'une ordonnance pour continuer dans leur traitement, et ben en fait ils vont rester avec ce faux diagnostic beaucoup moins longtemps que les patients psy qui peuvent se dire ah je suis autiste par exemple, mais ne pas vouloir de traitement, et du coup ils vivent leur vie avec cette étiquette qui peut-être n'est pas adaptée. La raison pour laquelle je te parle de tout ça, c'est, tu l'as peut-être deviné, poser des diagnostics dans leurs vidéos, c'est exactement ce que Shalon Lester et Cathy Morton font. Shalon Lester, c'est une ancienne éditrice pour le magazine Star Magazine, dont la chaîne YouTube a décollé grâce à ses vidéos gossip sur les célébrités. Là où ça nous intéresse, c'est qu'elle décortique la vie amoureuse notamment de ces célébrités et leur pose des diagnostics. En mode « Oh, celui-là est un pervers narcissique ». Oh, celui-là a des troubles de l'attachement. Elle n'a aucun diplôme lié de près ou de loin à de la psychologie ou aux relations humaines. Elle a notamment fait une vidéo qui a eu plus d'1 million de vues sur Ellen DeGeneres, où en gros, la vidéo elle s'appelle How to Spot a Psychopath, The Truth About Ellen DeGeneres, et elle passe en revue une liste de symptômes, de bullet points, où elle coche si elle pense que Ellen l'a ou pas, et c'est basé sur ce qu'elle pense connaître d'Ellen DeGeneres. Selon Shalon Lester, Ellen DeGeneres est une psychopathe. Et cette vidéo, elle est horrifiante, déjà parce que au tout début de la vidéo, elle commence par dire qu'il y a deux choses qu'elle adore, les personnes folles et les célébrités. Parler dans le contexte d'une vidéo où t'essaies de parler de troubles psychiques, de personnes folles, je pense que c'est une des choses les plus insensibles que tu pourrais faire, et ça t'apporte pas beaucoup plus de crédibilité que ça. Après ça, pour faire sa vidéo, elle utilise la Hard Psychopathy Checklist, où du coup elle explique qu'à partir de 30 points, on est considéré comme cliniquement psychopathe. Et puis juste après, elle procède à faire un commentaire encore plus stigmatisant en parlant de Ted Bundy, donc le serial killer hyper connu. Déjà, la psychopathie, c'est pas un diagnostic reconnu par le DSM-5. Par contre, et depuis récemment, il a été accepté comme un des traits
faisant partie du trouble de personnalité antisociale. Maintenant, j'aimerais te montrer un clip sorti d'une vidéo de D'Angelo Wallace. En fait, il prouve à quel point la façon que Shalon a d'utiliser cette échelle est complètement fallacieuse et ridicule. Using the hair psychopathy checklist is if I apply the same checklist to Shalon, I can very easily say that she meets the criteria. I mean, you can see it right here on her screen. I'll give her 2 for superficial charm, 2 for grandiose sense of self-worth, since she seems to think that the stories she makes up are more valid than what those celebrities are actually saying about themselves. A 2 for proneness to boredom, since she's uploading every day. And it looks like that brings her out to a clean 30. Et juste pour le fun, j'ai été voir sur le site de Pearson, donc qui est en fait l'éditeur de ce test psychologique, quelles étaient les conditions d'utilisation. Donc comme tu peux le voir sur tous ces différents screenshots, on pouvait déjà s'en douter, mais bien évidemment elle n'a pas du tout respecté le protocole, donc toute la validité que pouvait avoir cette checklist est complètement nulle et non acquise, vu qu'elle n'a clairement pas passé 120 minutes à remplir le questionnaire, elle n'a pas interviewé Hélène, elle ne peut pas dire que c'est quelque chose de récurrent dans toute la vie d'Hélène, puisque normalement c'est un diagnostic que l'on fait en se basant sur le comportement de toute la vie de la personne. Et en plus de ça, ça m'étonnerait fort qu'elle ait acheté le manuel, le prix du manuel, qui explique les instructions et comment ça marche, la notation des points et tout ça. Donc ce résultat a à peu près autant de validité qu'un quiz BuzzFeed. Sauf que cette vidéo a été vue par plus d'1 million de personnes et c'était pile à l'époque où beaucoup de choses sont sorties sur Hélène, où les gens ont commencé à dire que elle était pas si parfaite que ça, qu'en fait elle était très méchante, et je ne veux pas me positionner, tout ce que je peux dire c'est qu'en tous les cas, diagnostiquer quelqu'un sans connaître la personne, de manière publique et de manière aussi peu professionnelle, sachant qu'elle ne pouvait pas être professionnelle vu que ce n'est pas une professionnelle de la santé. Je sais même pas si j'ai besoin de finir cette phrase. Vous savez que je vais dire que c'est pas éthique. Comme autre exemple, on a Chris Boutet, qui a une chaîne qui s'appelle The Rewired Soul. Et lui, il fait des vidéos où il spécule sur la santé mentale d'autres youtubeurs, comme Trisha Paytas, j'ai fait une vidéo sur elle, ou Anna Akana, sans leur consentement bien sûr, et il dit qu'il fait ça pour éduquer son audience. Donc déjà, Chris Boutet et Shalon Lester, ils cassent ce qu'on appelle la Goldwater Rule, qui est en fait une règle édictée par la APA, l'American Psychology Association, qui dit en fait que on n'a pas le droit de commenter sur la santé mentale de quelqu'un publiquement sans l'avoir examiné. Et cette règle, elle vaut pour les professionnels. Donc imagine ce que la APA en pense si c'est des gens non qualifiés qui décident de commenter sur cette santé mentale. Avec des termes psychologiques et psychiatriques. Porter un jugement sur la santé mentale de quelqu'un en se basant sur ses médias sociaux, c'est forcément très inexact et ça comporte beaucoup de risques. Et en plus, si tu penses que quelqu'un a des problèmes mentaux, est-ce que tu penses réellement que ça va aider cette personne à aller mieux si tu décides de dire au monde un diagnostic? Enfin, la santé mentale, c'est quelque chose de très personnel. Donc ouais, je peux juste pas comprendre la réflexion qui s'est faite là. Cependant, au vu de ces dernières vidéos, au vu des dernières choses qu'il a mises sur YouTube, Chris Boutet a l'air d'avoir entendu les critiques et d'avoir changé sa façon de faire, puisque maintenant il a l'air de ne plus s'attaquer aux autres youtubeurs, donc ça c'est bien. Et sinon, on a Cathy Morton qui, elle, a un diplôme de psychologie. C'est une psychologue clinicienne qui a obtenu son master à la Pepperdine University. Elle est aussi une thérapeute conjugale et familiale agréée. Et quand on regarde son site, franchement, c'est clean, c'est stylé, ça a l'air top. Elle dit aussi d'elle-même qu'elle est spécialisée dans les TCA, donc les troubles des comportements alimentaires, et les pratiques de self-harm, donc tout ce qui est automutilation, tout ça. Et pourtant, elle a accepté de participer à un documentaire avec Shane Dawson pour discuter spécifiquement de sociopathie, un domaine dans lequel elle ne semble pas être une experte, vu ses expériences professionnelles et ce qu'elle-même elle raconte. Je te mets juste ici une photo de son LinkedIn. Dans ce documentaire de Shane Dawson, elle a qualifié les personnes atteintes du trouble de la personnalité antisociale comme étant dégoûtantes. Isn't that creepy? It's so creepy. Okay. It's like, we're gonna have to take a shower after this. Yeah. Donc rien que cette phrase, ça la discrédite complètement en tant que psychologue à mes yeux. Parce que déjà tu dis pas ça dans le privé, je comprends pas comment est-ce qu'un psychologue qui est censé être empathique et comprendre les problématiques de ses patients peut penser ça, mais en plus le penser assez pour être capable de le dire sur internet au vu et au su de tout le monde, et parler de personnes qui sont déjà mal représentées dans les médias, et perpétuer ce récit selon lequel c'est des criminels qui font peur, effrayants, qui peuvent pas être achetés, c'est juste pas éthique en fait, surtout que c'est
c'est pas vrai. Et d'ailleurs à l'époque quand c'était sorti ce documentaire, il y avait beaucoup de youtubeurs atteints de ce trouble qui avaient parlé et qui avaient dit qu'ils s'étaient sentis extrêmement blessés de ces propos. Bon, heureusement il y a aussi des bons exemples de personnes qui abordent la psychologie sur internet. Il y a Todd Gante par exemple et Ali Matou, ou c'est The Psych Show là, sa chaîne. Donc il y a des bonnes façons de traiter la psychologie et tout ce qui a rapport à la psy sur internet, aussi des moins bonnes façons. Et heureusement il y a plein de bonnes chaînes YouTube, mais il y a aussi des dérives comme le cas de Shallon Lester et de Cathy Morton qui sont encore énormément suivies. Et c'est important pour moi de savoir faire la différence. Et voilà, ça m'a fait super plaisir de te parler, de faire cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'ai beaucoup aimé la réaliser. Si c'est le cas et si tu veux récompenser mon travail de recherche, tu peux considérer t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir et ce serait chouette de voir cette petite chaîne grandir un peu. Je te fais des bisous et à la prochaine.